Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, je suis désolé, il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'essaie d'en faire un par semaine, mais parfois c'est compliqué de trouver les 3-4 heures au moins qu'il me faut pour le tournage, le montage, et le week-end dernier c'était pas possible. Étonnamment j'ai pas beaucoup plus de trucs vu récemment à vous proposer qu'une semaine normale parce que il y a des choses, bon bref. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai aimés? Je ne sais plus, je ne crois pas, mais si peut-être un ou deux, on verra bien. Je commence immédiatement avec Trash, Nature Prédatrice en français sur Netflix, que pas mal de personnes ont apprécié visiblement, j'ai vu autour de moi. Je vous fais le pitch: lorsqu'un ouragan de catégorie 5 frappe une ville côtière, l'onde de tempête sème le chaos et apporte quelque chose de pire encore sur son passage: des requins affamés. J'ai trouvé ça ultra médiocre, mais alors vraiment, surtout à l'écriture. Les personnages sont ou antipathiques ou grotesques, souvent les deux. Et alors on est sur un film ultra fun. Moi j'avais complètement sous-estimé le côté rigolade de ce film. Et il y a une petite marge à partir de laquelle moi je décroche complètement. Et là, sincèrement, c'est le défilé des punchlines supposées de faire hurler de rire toutes les 5 minutes. C'est insupportable en fait. Et alors t'as l'impression d'assister à un concours entre chaque personnage présent dans le film sur celui qui prendrait le plus de décisions absurdes durant tout le film en situation de risque, de panique, etc. C'est nul. Non, là c'est un digne héritier de Meg. Des requins, mais pour rigoler. Voilà, donc bah, ça déjà ça va me péter les burnes. Et une fois de plus, voilà, ces blagues qui finissent par t'abrutir. Et au bout de la 12e où t'as pas rigolé, t'as compris que ça va être douloureux. Ça va être douloureux pour toi le visionnage. Et bon, et ça n'arrête pas. Et puis alors, les situations, enfin je disais qu'à l'écriture c'était médiocre, mais c'est vraiment très très pas bon de mon point de vue. Le final des séquences avec un bébé, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y en a un vraiment qui a eu peur en regardant ça? Pour moi, c'est compliqué de pas rigoler, bref. Par contre, une fois de plus, si vous avez kiffé genre Meg, bah là, ouais, vous êtes dans votre élément. Dans le même genre d'intrigue, parce que moi ça m'a quand même fait penser à ça, il y a ce film qui s'appelle Bait, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, et qui est excellent, que moi je trouve très très bon, et je regardais Trash là, et je me disais, oh putain, qu'est-ce que c'était bien Bait. Niveau effets spéciaux, on pourrait dire que c'est correct, mais en réalité, 9 fois sur 10, les requins sont filmés dans une eau dégueulasse, floutée du coup. C'est facile de faire illusion. Et quelques séquences où ils sont nets et plus ou moins hors de l'eau, niveau scène d'attaque, etc. Je trouve que c'est très limite. Voilà, pour moi c'est un navet, vraiment. Il n'y a rien à sauver. Bon, la réal, il y a des petits plans sympas, encore heureux. Enfin, est-ce que ça suffit à te faire endurer un film comme ça? Je pense pas. Qu'ai-je vu d'autre? Undertone, film d'horreur qui a fait un petit buzz là dernièrement, ces dernières semaines, distribué, alors non pas produit mais distribué uniquement par A24, mais bon, vous savez que quand un film est récupéré par A24, etc., bah c'est normal d'ailleurs, le studio est tellement à la mode, ça fait pas mal de différence. Je vous fais le pitch immédiatement. Une animatrice de podcast emménage dans la maison de sa mère pour s'en occuper. Son ami et co-animateur reçoit 10 enregistrements, très courts, donc audio, d'un jeune couple dont la femme enceinte fait l'expérience de bruits et phénomènes paranormaux. Cette jeune animatrice se rend alors compte progressivement que l'histoire de cette femme est le reflet de la sienne. C'est très inquiétant aussi. Alors c'est le premier film d'un type qui s'appelle Ian Trason, qui établit d'entrée de jeu, premier film, paf, record de l'intrigue la plus prévisible ever. Vraiment. On dirait un jeu. Sauras-tu deviner ce qui va se passer par la suite? Un petit tips pour gagner ce jeu. Il suffit de te baser sur tous les clichés d'un milliard de films d'horreur. Oh là là, 1h30, c'est long en fait. Parfois c'est long. Et là, ça joue pas super bien, je le dis franchement. On a deux actrices, la jeune fille et sa mère. La mère, donc tout le temps du film, elle est allongée, endormie. Bon. Et alors l'actrice principale, dont je n'ai pas noté le nom, je sais pas, je peux pas dire qu'elle joue mal, mais elle dégage rien, il n'y a aucune empathie. Et alors les scènes où elle est supposée être tendue, je pense pas que ce soit à cause de son jeu, je pense que c'est à cause de l'intrigue, qui est tellement nulle que non, t'es pas inquiet avec elle en fait. Alors un truc aussi qui m'a un peu surpris, c'est, vous savez, ces films, c'est un petit film quand même, les films qui font monter la tension, dans la grand classique, c'est quand même très rare, il y en a, mais c'est très rare les films d'horreur qui te tabassent dès les 10 premières minutes, ce qui est du coup assez audacieux en fait. Là c'est pas du tout ça, c'est très très lent, sauf que normalement, première demi-heure, t'as juste des regards inquiets, peut-être un bruit où elle comprend pas, un petit événement étrange, et puis ça va aller crescendo. Et la dernière demi-heure, c'est vraiment effrayant, là, tout se déchaîne,
t'es censé être le trouillomètre à 0, etc. Et là, c'est pas ça le truc. C'est pas ça. C'est-à-dire que ça reste, genre, vraiment, il se passe quasi rien jusqu'aux 10 dernières minutes. Alors, un autre truc compliqué avec ce concept, c'est que on est réellement sur une pièce de théâtre. Mais réellement. C'est-à-dire que, je vous ai dit, ça dure 1h30, un tout petit peu moins, je crois. Et allez, pendant 1h15, c'est plan quasi fixe. La caméra, elle tourne un tout petit peu sur... voilà, elle fait... 1 mètre comme ça, pivote quoi. Dans la même pièce, donc de la baraque où cette jeune femme est installée pour son podcast avec son petit micro, son petit PC. C'est chiant à regarder en fait. T'as vraiment l'impression de regarder une émission de radio. Il n'y a aucune idée dans la réal pour créer une sorte de tension ou un truc comme ça. Et c'est cliché sur cliché, je l'ai déjà dit, mais putain, c'est impressionnant à ce niveau-là. Je ne vois pas ce qui a séduit A24, par exemple, pour récupérer ce projet. Je vous le déconseille, mais alors, grandement. Trust Me, de faux prophètes documentaire sur Netflix, 4 fois 50 minutes. Alors là, par contre, c'est une reco, mais évidemment, c'est pas très détendant. Une spécialiste des sectes, Christine Marie, et son époux vidéaste Tolga Katas s'installent à Short Creek pour infiltrer le cercle intime d'un gourou et le démasquer, le traduire en justice. Documentant le quotidien d'une communauté mormone fondamentaliste, la ville a récemment été marquée par l'arrestation de Warren Jeffs, ancien dirigeant de secte condamné pour crimes sexuels. Il découvre qu'un nouvel homme a pris sa place au sein de l'église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Samuel Bateman, se présentant comme le successeur de Warren Jeffs, il impose progressivement son autorité sur sa communauté. Donc voilà, infiltration totale à moyen long terme quand même. Un petit groupe de mormons qui obéissent au doigt et à l'œil de ce type. Je le dis franchement, pas faire de spoilage parce qu'il se passe beaucoup de choses durant le docu. C'est absolument passionnant. C'est même un des meilleurs documentaires que moi j'ai vu sur la manipulation mentale et ses effets au fil du temps, enfin au sein de sectes, je veux dire, évidemment. Et l'anéantissement du libre arbitre, c'est glaçant. Franchement, waouh. Les 2 derniers épisodes, j'en ai été très mal, vraiment très très mal. Je précise donc que ce mec a 13 épouses, dont 9 mineurs. Voilà, vous avez une petite idée de la glauquitude dans laquelle on va sombrer. C'est excellent. Alors 4 fois 50 minutes, ça passe extrêmement vite. Et alors cette femme, enfin ce couple, mais alors, surtout la femme quand même, Christine Marie, mais impressionnant cette femme. Et je conclus avec un tout petit film Valençol 1965, film français, réalisé par Dominique Filol avec Mathias Van Cache et Vaina Giosante. Je vous fais le pitch tout de suite. Valençol, Provence, été 1965. À l'aube, Maurice Mas, un paysan, découvre dans son jardin de lavande un mystérieux engin qui décolle à une vitesse sidérante en laissant des traces au sol. La nouvelle attire les foules et met Maurice sous le feu des projecteurs. Face à cette soudaine notoriété non désirée, il tente de protéger sa famille et de faire face. Sa vie, celle de ses proches et de ce petit village entier vont être à jamais bouleversé. C'est donc basé sur une histoire vraie. Moi, je connaissais pas, j'avoue. Un des cas les plus célèbres de l'ufologie française, même j'ai noté. Vous voyez. Ce film-là, il a pas fait beaucoup de bruit d'abord. J'ai l'impression. J'ai pas regardé ses scores. Il est assez particulier. Il peut totalement dérouter. Moi, par exemple, j'ai regardé avec ma chérie, elle a décroché très vite. Moi, j'ai vraiment bien aimé pour diverses raisons. Alors d'abord, premier compliment, c'est un tout petit budget, 1 million d'euros, j'ai vu. Et quand tu regardes le film, c'est assez spectaculaire. Je crois pas que ce réal l'a fait. Je crois que c'est son premier long métrage. Putain, une fois j'avais dit ça et en fait le mec en avait fait 12 avant. On va y aller mollo. Mais là, je crois. Eh ben, il y a une maîtrise qui, personnellement, m'a beaucoup impressionné. Notamment au niveau de la réal pure. Enfin, il y a des plans absolument somptueux, mais vraiment, la photo est sublime. Enfin, ça a un cachet, je veux dire, visuellement c'est classe, le film est ultra classe, et t'as du mal à croire que ça coûte 1 million, c'est très réaliste, par la suite j'ai lu 2-3 interviews du bonhomme, effectivement son objectif c'était de relater le plus fidèlement possible ce qui s'est produit, donc lui il a eu de longs entretiens avec la fille de cet homme, Maurice Mas, et des gens qui l'ont côtoyé, des gens qui ont étudié sur ce fait, et il a été extrêmement rigoureux, donc mais il le dit, il dit ce que vous voyez dans le film, enfin je n'ai rien inventé, pour peu que on accepte le postulat donc de UFO sightings là, comme on dit. À part ça, ce que l'on voit censément, c'est produit. Il va pas broder dans le spectaculaire, c'est ça que je veux dire.
Alors du coup, on a beaucoup de séquences où, voilà, enfin c'est pas un film où tu vas voir des extraterrestres pendant une demi-heure, hein, c'est ça que je veux dire. Néanmoins, deuxième compliment, les quelques séquences où on voit l'OVNI et où on voit même ses occupants, là vraiment bravo. J'avais très peur. Et non, c'est beau, c'est crédible, ça le fait complètement. Effets spéciaux peu nombreux, mais vraiment de qualité pour un petit film comme ça. Alors moi, ce qui m'a accroché, mais ça le fera peut-être pas avec tout le monde, c'est qu'on a ce type-là, Maurice Mas, qui est très jovial, c'est vraiment le bon vivant des années 60. En plus, bon, là, toute l'ambiance de ces années-là est, je trouve, très bien recréée. Ce petit village, tout le monde a l'accent du Sud, il n'y a pas vraiment de problème. C'est quand même la joie de vivre simplement. C'est très bien retranscrit et on a des caricatures, mais ces caricatures, c'était la réalité d'une certaine France de ces années-là. Moi, ça m'a plu. Et j'ai trouvé que ça jouait très bien. L'acteur principal, je trouve, joue très bien. Et l'actrice qui interprète son épouse également. La fille aussi, d'ailleurs, parce qu'ils ont une fille. Bref, lui, on perçoit très bien le genre d'homme que c'est. Au moment de l'événement, on va assister, comment dire, à l'onde de choc émotionnel que ça a sur lui et les répercussions, l'ampleur du traumatisme et les réactions maladroites, enfin voilà, d'incompréhension. Je passe sur les moqueries, les choses comme ça, mais enfin les gens sont désemparés en fait. Et lui, je trouve que, à la fois dans l'écriture et à la fois le jeu de l'acteur, son basculement, c'était quelqu'un qui avant n'avait aucune noirceur, clairement, hein, dans son caractère et tout. Là, on va voir son glissement dans un état de, c'est pas véritablement une dépression, mais il est KO debout en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant une énorme partie donc du film, on suit cet homme qui est dans un état de... C'est comme s'il était tétanisé, vous voyez ce que je veux dire? Mais H24. Waouh! Enfin, moi j'ai trouvé qu'il était très touchant en plus, ça fait de la peine pour lui, et ça rappelle tellement, comment dire, de récits où les gens regrettent d'avoir parlé, bien évidemment. Parce qu'ils n'ont rien de bon à en tirer. Ça attire des regards qui sont pas bienveillants du tout, et eux qui auraient besoin de retrouver une vie tranquille, pépère, comme ils avaient avant, pour essayer et à la limite de se remettre d'un choc de cet ordre. C'est plus possible du tout, on leur reparle de cet événement tous les jours, avec en plus de la suspicion, non, bien évidemment, mais y compris des forces de l'ordre, c'est très bien montré. Il y a une scène terrible où la police se moque de lui, mais c'est ultra violent. Et lui, dans son regard, non, vraiment l'acteur, moi, il m'a bluffé. Hein. Donc, bref, je ne vais pas tout vous spoiler, donc c'est court, hein, je vois, 1h30 là aussi, mais alors là, par contre, alors, moi, j'ai beaucoup apprécié, mais voilà, ma chérie, elle a pas du tout kiffé, quoi. Donc, voilà, je sais pas quoi dire. Reco, par contre, moi, c'est une reco quand même, d'autant que c'est un petit film français, donc ça fait plaisir quand on t'estime que le truc est réussi, que c'est pas le Comte de Monte Cristo à Watt millions d'euros, que j'ai adoré, hein, donc, hein, mais bon, où là, tu te dis, oui, bon, bah, bravo, mais il y a une énorme machine derrière. Là, c'est pas le cas du tout. Tellement pas le cas, d'ailleurs, que j'avais vu que le film a pu se monter en grande partie grâce au crowdfunding, donc c'est vraiment, vous voyez le genre, quoi. Et j'enchaîne immédiatement avec les questions reçues. Oh, putain, les gars, mais non, c'est pas possible. Alors attendez, parce que là, ça va être compliqué. Ouais, d'accord. Pardon de te contredire, mais je me souviens très bien de Actes Ciné, c'était gratuit dans les salles de ciné. Voilà, dans les années 80. J'ai reçu plusieurs mots comme ça, hein, qui m'ont... un peu ramener à la réalité des choses, et tellement gentiment. Mais non, mais j'ai beaucoup de chance. Voilà, un autre message, le magazine des sorties vidéo s'appelait Actua Vidéo. On le trouvait effectivement au comptoir des vidéoclubs gratuitement, mais Actua Ciné, c'était le penchant salle de ciné. Aïe, j'en ai eu 4-5 là-dessus. Et je sais pas quoi vous dire en fait, si ce n'est qu'il faut vraiment être un abruti. Et alors ce qui est fou, c'est... Ah oui, alors attendez, parce que non, il y en a un qui m'a dit... Mais regarde, il y a marqué quelque part, ce journal vous est offert par votre salle. Et effectivement, je suis tellement professionnel que je n'avais pas regardé, mais en bas de la couve, il y a marqué, ce journal vous est offert par votre salle. Et le plus pathétique, c'est que je crois qu'il y a une vidéo où je vous en parle, genre, ouais, il y avait aussi des Macs comme ça dans les salles de ciné, je me demande à quoi ça ressemblait, dit-il en train de feuilleter un de ces magazines, quoi. Aïe. Bon, moi ça me fait rire, mais... c'est quand même très compliqué par moment. Hein. Je vous en fais voir. Voilà, on va dire que ça fait partie de mon charme. Oui, bien sûr. Oui, la bêtise, c'est très séduisant. Voyons. Donc voilà, donc toutes mes excuses. Hein. Mais effectivement, c'est Actua Vidéo. le truc de sortie vidéo. Aïe. Je me fais...
Je me fais de la peine tout de même. Ne trouves-tu pas qu'actuellement on assiste à un retour de certaines valeurs avec une forte atténuation du wokisme et de la cancel culture? C'est l'impression que j'ai. Oui, ça retombe un peu, enfin la cancel culture, tout ça, et la pression en fait idéologique sur la liberté de studio par exemple, hein, c'est vraiment moi ce qui m'aura le plus choqué ces dernières années. Ça semble se calmer un tout petit peu parce que ça porte pas les fruits qui étaient espérés en fait, hein, tout simplement. Hein. Les comptes sont pas bons, Kevin. Je pense que c'est pour ça. Donc ouais, j'ai remarqué ça. Enfin, on est plusieurs à remarquer ça. Hein. Maintenant, c'est pas non plus, c'est pas du tout fini. Enfin, mais ça se calme un peu. Après, ça pouvait que se calmer parce que enfin là, on était face à des gens qui étaient dans l'idéologie d'une forme de dictature sur tous les domaines de l'art, avec comment dire, appel à une censure décomplexée. Enfin, waouh, c'est hallucinant. Donc j'ai l'impression que ça retombe un peu. Ouais, on verra, hein, mais bon. Est-ce que tu connais l'écrivain Patrick Hölderlin et as-tu déjà lu des critiques de lui ou un de ses romans, ou même l'as-tu déjà rencontré? Alors je suis allé chercher parce que oui, d'abord je connais, oui, il est connu, donc je le connais. J'ai lu beaucoup de ses critiques et je ne l'ai jamais rencontré. J'ai failli le rencontrer. Et par contre, je lui dois, par exemple, il est devenu il y a quelques années le rédacteur en chef du magazine Best, donc le magazine pop rock des années 80, qui a été relancé donc il y a quelques années sous forme c'est trimestriel, donc voilà, donc un MOOC comme on dit, donc c'est un gros magazine, un gros pavé comme ça. Je vous montre ce numéro là qui est donc en fait spécial métal et alors pas que, et qui aborde plein d'artistes et dans lequel j'ai figuré. Et d'ailleurs j'y figure grâce à lui. Et initialement, je devais avoir une pleine page, et finalement, j'ai eu 3 pleines pages. Ça m'a beaucoup touché, enfin beaucoup surpris, et beaucoup touché. Donc il y avait plein de trucs. Il y avait un truc sur Carpenter Brut d'ailleurs, qui était vachement bien. Et là, regardez, oh Alexandrome, est-ce que ce serait pas moi? Bah si, c'est moi. Et vous avez encore une page ici. Voilà, donc je crois que c'est le plus gros, non c'est même sûr, c'est le plus gros papier que j'ai jamais eu en presse nationale, c'est grâce à Patrick Hölderlin. Donc voilà, donc, encore merci à lui. Hein. Enfin après, c'était pas parce que j'étais cool, hein, c'est parce que mon album avait beaucoup plu apparemment. C'est donc le dernier album Eject, fait avec la complicité de ma moitié. On ne voit plus autant de live sur le cinéma qu'à une certaine époque. Y a-t-il de l'eau dans le gaz dans le YouTube Ciné Game? Alors c'est pas trop à moi qu'il faut poser cette question parce que j'en regarde parfois en replay, mais vraiment c'est quand même assez rare. Je regarde ceux de John Ali bien évidemment. C'est vrai que Merech fait très peu de live, il me semble. Enfin, de toute façon, Merech ne fait pas de live à 5 personnes, des trucs comme ça. Enfin, je crois pas récemment en tout cas. Et sinon, moi je suis pas abonné à beaucoup de youtubeurs ciné, hein, je vous l'ai déjà dit. Il y a ma bande de potes, quoi. Et il y en a peut-être un ou deux autres où je suis abonné, que je connais pas, enfin, ou mal, enfin, voilà, que c'est pas des potes en tout cas. Et je réalise que la plupart font pas de live. Par exemple, Duranda, il fait jamais de live. Qui d'autre ne fait pas de live où je suis abonné, je ne sais pas. Sinon, le pote Fred, la d'Étoile et des Poils, il fait son live au moins une fois par semaine. Après, c'est pas sur le cinéma. Enfin, il parle de séries, ou même si on lui parle d'autres choses, il va y répondre aussi. C'est quand même grandement sur le ciné. Je sais pas trop, mais enfin, alors moi je suis pas au courant. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre certains youtubeurs ciné plus qu'avant, ou j'en sais rien. N'étant pas ultra actif, comment dire, dans le... Enfin... Je sais pas comment expliquer. Disons que ça aurait pu avoir lieu sans que je sois au courant. Enfin voilà, c'est très possible. Donc je ne sais pas. Mais moi après, là les lives, moi-même j'y vais très peu parce que c'est vraiment pas un truc que j'adore quoi. Voilà. Alors par contre j'y serai, par exemple, je serai jeudi prochain chez John Ali pour parler du film Michael qui sort mercredi. Le président du CNC a annoncé la suspension du CNC Talent fondé de la création sur les plateformes sociales. Tu dois être content. Ouais, alors non, mais enfin content. J'ai pas sabré le champagne. Hein, enfin c'est pas, ça me passionne pas non plus, on va pas se mentir. Par ailleurs, faut bien rester prudent. Hein. On parle d'une suspension, pas d'une suppression. Les mots ont un sens surtout là, quoi. Donc ça veut dire que c'est suspendu le temps que ça se calme. Enfin moi c'est comme ça que j'interprète, hein, que ça se calme, et après ils vont reprendre leur magouille peinard, quoi. Donc voilà, content, non, enfin c'était inévitable qu'ils mettent le truc en stand-by pour faire semblant qu'ils sont choqués ou je sais pas quoi, ou genre ah mais non, mais on savait pas, mais on n'avait pas fait gaffe, bah dis donc. Bref, moi comme je vous l'ai déjà dit, hein, je trouve hallucinant le concept. Je comprends complètement le CNC, cinéma, tout ça, mais là
des influenceurs, enfin, vraiment gaspiller des millions d'euros, alors que juste, on est tous dans la merde, sur des abrutis qui font des lectures en live la nuit et qui empochent 100 000 euros. Enfin, c'est une plaisanterie. Enfin, je trouve que c'est une blague. Des gens sur Twitch, enfin, non, mais c'est pas de l'art, ça, je suis désolé. Enfin, je suis le premier à... Moi, j'ai pas la sensation de faire de l'art. Hein. Enfin, je fais de l'art quand je fais des albums de musique, tu vois, par exemple, mais... là, avec une vidéo YouTube, je ne me sens pas créateur artistique au point de exiger des aides. Mais enfin bref. Donc voilà. Sachant que tu es un fan de Ulysse 31 tout comme moi, je le considère personnellement comme le meilleur dessin animé ever. As-tu pu jeter un œil sur les premiers épisodes remasterisés diffusés récemment sur la chaîne Manga, que je redécouvre avec bonheur, une image incroyable. Alors non, enfin j'ai vu passer ça, hein, je trouve ça fabuleux, parce que moi je fais partie des gens qui ont, mais il est là d'ailleurs, 2 coffrets DVD de l'intégrale, et c'est vrai que ça va, hein, mais c'est vraiment pas génial, quoi, l'image. Et j'ai vu passer sur X notamment un comparatif, voilà, où à gauche t'as ce qui était disponible, et à droite la version nettoyée, remasterisée, etc. Waouh, là vraiment c'est spectaculaire. Donc je trouve que c'est une super nouvelle. Mais j'ai vu que ça, j'ai pas vu d'épisode en entier. Ce serait peut-être l'occasion de me refaire l'intégrale. Hein. Je me l'étais refait il y a quelques années. Quelle série extraordinaire, hein. Vraiment. Et moi c'est un de mes animés préférés aussi ever. Hein. Enfin en série je veux dire, largement. Mais même tout court je pense. Hein. C'est tellement intelligent, c'est tellement fascinant. Bon bref. Pourquoi j'ai noté ça? C'est juste une vanne, c'est quelqu'un qui me vanne. Tu parles beaucoup d'intelligence, tu n'as pas un échantillon sur toi, je plaisante. Tu parles beaucoup d'intelligence. Oh, mais alors par contre, je parle beaucoup d'intelligence, mais pas de la mienne. Ça par contre, tu aurais dû le remarquer. Non, je parle pas beaucoup de l'intelligence des autres, si? Je ne sais pas, peut-être. Je parle jamais de la mienne par contre. Enfin, c'est juste, quand je parle de la mienne, c'est pour dire qu'il m'en manque. Hein. Je viens de voir que l'intégrale de Dallas est disponible sur Prime. Est-ce que tu l'avais regardé, voire apprécié à l'époque? Ah bien sûr, moi je regardais Dallas, mais religieusement, hein. J'étais tout petit, hein. Enfin quand ça a démarré, j'étais tout petit, mais je regardais quand même, c'est dingue, on nous laissait regarder alors que c'était que des histoires d'adultes, hein. Mais alors vraiment, hein, avec des thématiques ultra trash, les tromperies, l'alcoolisme, les abus, la manipulation mentale, enfin voilà, bref, on adorait ça. Donc moi j'ai tout regardé quand ça passait à la télévision, jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire même parce que quand ça s'est terminé, j'étais jeune adulte, hein, je pense. Et puis par la suite, j'ai tout racheté en coffret DVD, hein, donc je vous les ai déjà montrés, là ils sont rangés, mais alors j'ai pas l'intégrale, hein, j'ai pas les 14 là, saisons avec les téléfilms et tout, mais j'ai tout ce qui était sorti en France, donc c'est 7 ou 8 saisons, je sais plus, enfin 7 ou 8 coffrets, oui. Après je sais que j'avais récupéré des saisons suivantes sur internet, par site Corsair. À une époque je m'étais refait un bout, et voilà, j'adore l'ambiance, j'adore les acteurs, enfin actrices, tout ça. Là je trouve ça vraiment génial parce que ça ressort, enfin ça sort sur Prime, pardon, et là aussi ça a été remasterisé. Alors ça faisait des années qu'on entendait dire qu'ils bossaient sur le remaster de toutes les saisons, et apparemment donc bah là c'est terminé quoi, donc c'est cool. Faudrait que je regarde, ce serait peut-être l'occasion de se refaire tout Dallas, mais alors là, adieu les amis. Hein. Sauf erreur de ma part, tu n'as pas donné ton retour et impression sur le film Gourou de Ryan Gosling, connaissant ton amour pour le film Boîte Noire et surtout Un homme idéal. Oui, parce que j'ai pas été le voir, tout simplement. Je l'ai pas vu encore, donc voilà, je pense que le regarderai quand il sortira en VOD, mais je n'ai pas pu aller le voir au ciné. Par contre, j'étais curieux, hein, d'autant que les retours sont très divisés. Hein. Il y en a qui disaient fabuleux et d'autres qui disaient une merde sans nom. Voilà, une merde sans nom, je sais que... Enfin, je vois pas du tout comment je pourrais penser ça, parce que j'adore, jusqu'à présent, toutes les collaborations de Pierre Ninet et Ryan Gosling, donc je vois mal qu'ils se viandent complètement d'un coup, enfin, on verra bien. As-tu visité, même fugacement, le quartier Skid Row lors de ton séjour californien? Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai visité? Bah, j'ai visité surtout le quartier d'Hollywood. Alors là, par contre, oui, complètement, parce que, tout simplement, donc je dépendais des véhicules des autres, quoi. Et il n'y avait aucune raison de m'emmener dans dans les quartiers chelous, quoi. Donc j'ai visité pas mal de trucs, mais des trucs sympas, quoi, que tu fais visiter pour faire plaisir à un touriste, quoi. On veut l'anecdote de la pipe, c'était quoi? Ah putain, oui, c'est le truc dont je parlais en montrant les schtroumpfs, là. Ah mais oui, mais... Oh, c'est très con. J'étais avec mon ami Tony, qui était mon meilleur ami de 6 à 14 ans, et voilà, avec qui je jouais tous les jours, on était dans la même classe, au même bahut, enfin tout ça, la même école, enfin quand on était tout petit. Et... vers justement 7-8 ans, un truc comme ça. Souvent après l'école, on jouait chez l'un ou chez l'autre et tout. Un jour, ma mère me donne des sous pour aller lui acheter des cigarettes au tabac.
Et oui, à l'époque, les bureaux de tabac vendaient tranquillement des cigarettes aux enfants qui venaient pour en prendre pour leurs parents. Comme j'étais avec Tony en train de jouer et tout, il m'accompagne. On va tous les deux chercher des clopes pour ma mère. Et en arrivant au tabac, on fait la queue et tout. Et puis dans les vitrines du comptoir, quoi, il y a des cigares et il y a des pipes. Et on a, ouais, donc 7-8 ans, quoi. Et les pipes, pour nous, c'est tellement ridicule. C'est Maigret, enfin c'est des trucs de vieux cons comme ça là. Pour faire rire mon pote, je lui dis mais tout, enfin en parlant un peu trop fort, sans faire gaffe quoi. Je lui dis, comme disait mon grand-père, rien ne vaut une bonne pipe. Tony et moi on se marre parce qu'on dit genre c'est tellement ridicule les pipes. Et on entend la meuf de la caisse quoi. Et tous les gens qui faisaient la queue exploser de rire. Et moi je suis là et je suis persuadé qu'il se marre parce que ouais c'est ridicule les pipes. Et ce n'est que des années plus tard que on a compris ce que voulait dire, ce que pouvait vouloir dire une pipe, qui n'avait rien à voir avec le tabac ce coup-ci. Tout d'un coup on s'est dit ah c'est pour ça qu'ils riaient les adultes, d'accord. Donc voilà l'anecdote. C'est vraiment très intéressant. Hein. As-tu vu le documentaire Electric Boogaloo? C'est un documentaire qui retrace l'histoire de la Canon, c'est génial, on apprend des tonnes de trucs, c'est super documenté, et en plus on se fend la gueule, et puis c'est un vrai bon gros shoot d'esprit de 80, à la fois nostalgique et consternant, consternant, oui un peu, mais c'est surtout mignon. Oui, je l'ai vu, revu, et j'ai même, il y a l'autre aussi, parce que ça, enfin, en fait, il y a deux documentaires, il y a celui qui a été validé par les deux, là, et il y en a un qui est, on va dire, comment on dit, non officiel, enfin, ils sont complémentaires, les deux. Aimes-tu comme moi les Faucons de la Nuit, Stallone face à Hauer, quel régal, Walter Hauer, Hitcher, Blade Runner, Vengeance aveugle, aimes-tu sa filmo? J'adore sa filmo, j'adore cet acteur. Hitcher, ça a longtemps été un de mes polars préférés. Je l'avais même en VHS, je m'étais ruiné à l'époque, lol. Et je l'ai découvert, je l'avais loué, voilà, quand j'étais très jeune, hein, genre, enfin je sais plus quand c'est sorti, en vidéoclub, sans doute 1 an après sa sortie ciné, et c'est là que je l'ai loué. Et j'avais 12 ans je pense, un truc comme ça. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Tu as cité ZX Sputnik, j'aime beaucoup ce groupe, je possède juste leur premier album Flaunted avec Love Missile F111, mais la chanson que je préfère d'eux c'est Dance Rama, qui se situe sur leur deuxième album. Que penses-tu de cette chanson? Oh attends, alors j'adore Dance Rama, mais ZX Sputnik c'est un de mes groupes préférés ever. Tu ne l'as peut-être pas vu, mais je t'invite à visionner ma vidéo entièrement consacré à ZX Sputnik, qui raconte ma découverte, comment dire, mon obsession sur ce groupe dans mes très jeunes années donc, et également la fois où j'ai pu les voir en concert, et toute ma collection. Et alors là, au niveau de la collection, j'ai fait peur à quelques personnes, je pense. Enfin vraiment, je te recommande de cette vidéo, je pense que ça va t'amuser et te plaire. Alors Dance Rama, évidemment, j'adore. Pour moi, c'est une des meilleures, enfin j'aime beaucoup le deuxième album studio, hein. Mais je préfère Flaunted, mais j'adore les deux albums. Alors Dance Rama, j'ai les deux, je les même en voilà, donc en maxi vinyle, bien évidemment. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une version limitée du maxi de Dance Rama, donc les deux possèdent des remixes de ouf, comme c'était le cas à chaque fois avec ZX Sputnik. Et ça, c'est donc la version, voilà, vous m'avez compris. Donc c'était absolument génial, les objets étaient tellement beaux, enfin c'était que oui, j'adore. Te souviens-tu et as-tu en ta possession le magazine Ciné News, quasi exclusif réservé au ciné d'action? Alors je sais plus combien j'en ai, pas beaucoup, hein. Je les avais tous à l'époque, hein. J'achetais tout le temps, j'étais tellement obsédé par Stallone, donc dès qu'il y avait un truc sur Stallone, et Ciné News, il y en avait beaucoup sur Stallone, je l'achetais, je mettais des posters au mur et tout. Ah putain si, je crois que j'en ai un sur Rambo encore, il y en a eu pas mal sur Rambo. Bref, en tout cas celui que là je viens de retrouver en feuilletant un petit peu vite fait dans mes innombrables magazines vintage on va dire, c'est celui spécial Over the Top. Donc voilà, qui était... Alors il y a encore les posters que pourtant j'avais mis au mur, hein, et d'ailleurs il se barre, hein, mais... Ah il y a même les trous de punaise, lol, c'est excellent. Donc voilà, j'ai que celui-ci là que j'ai trouvé. Je crois que j'en ai un autre quelque part sur Rambo. Mais j'adorais ça. Laisse tomber. Toi qui gardes d'anciennes revues et publications pour certaines perdues dans l'oubli, as-tu d'anciens catalogues de la Redoute ou des 3 Suisses en stock? Si c'est le cas, pourrais-tu nous faire un feuilletage des quelques 800 pages en fin de vidéo? Bon, je pense que c'est humoristique, mais non, j'ai évidemment jamais gardé ou récupéré catalogue. Nous, on avait 2-3 pages de jouets quand c'était... non, en fait, je me souviens plus. Si, voilà, quand c'était la période de Noël, par exemple, bah là, ils faisaient beaucoup plus de pages sur les jouets, bien évidemment. Et le numéro
numéros de La Redoute ou des Trois Suisses, par exemple pour l'été, tout ça, il y avait très très peu de jouets. Donc moi gamin, voilà, j'ai surtout souvenir des pages, et d'ailleurs j'ai récupéré, je n'ai plus les catalogues, mais j'ai récupéré des scans de pages. De ces trucs-là, sur lesquels je rêvais des heures durant, en regardant, en me disant on imaginerait que je l'ai et tout. Bon. Donc voilà. As-tu la même impression que moi, que depuis 20 ans, on n'entend que des éloges sur les années 80, qui seraient même le summum, mais il me semble que dans les années 90, on bandait pour les années 70 et qu'on était très critique sur les années 80. Une ère trop électronique, trop superficielle. À quoi est-ce dû? La nostalgie? Non, je pense pas que c'était ça. Par contre, tu as raison, hein, c'est vrai que dans les années 90, les années 80, il y a eu pas un rejet, mais comme tu dis, on était alors plus critique. C'est juste que c'était plus, vraiment, on voulait passer à autre chose, quoi, je pense, hein, vraiment. Du coup, c'était pas bien vu, on va dire. Mais j'ai pas souvenir, par contre, qu'on disait que c'était de la merde, tu vois, mais on disait qu'on en voulait plus, voilà, clairement. Tu vois, les années 90, c'était vraiment Nirvana, même en musique, tu vois, Rage Against the Machine, on était sur le grunge et avec un rejet de la douceur pop, on pourrait dire, dans les arrangements en tout cas. Au niveau du cinéma, j'ai pas vraiment... Je pense que c'était moins violent, même si, là encore, on était plus sur des films comme Journey, tout ça, enfin un milliard d'autres, hein, évidemment. Mais les films un peu fun des années 80, Maman j'ai raté l'avion, ou même des trucs genre Retour à le futur, Gremlins, tout ça, c'était pas c'était pas ce qu'il fallait faire, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit moment durant ces années-là, où les années 80, on peut pas dire qu'elles étaient une influence, ou qu'elles étaient vues comme le summum de la qualité artistique de quoi que ce soit. Par contre, c'est revenu très vite dans les années 2000. Et ça s'est plus jamais arrêté. Et ça, c'est très étrange. Preuve que du coup, c'est pas du tout de la nostalgie. Je pense que par contre, dans les années 90, c'était une réaction de gens qui avaient vécu donc les années 80 et voulaient voilà, c'est bon, ça on l'a fait, quoi. Tu vois, moi ce qui m'impressionne, c'est que énormément de gens obsédés par les années 80 aujourd'hui sur les réseaux sont des gens qui ont entre 20 et 35 ans. Donc ils les ont pas connus, du tout. Ils les connaissent par cœur aujourd'hui, mais parce qu'ils les ont étudiés. Donc voilà. Je suppose que tu connais le double album de Michael Jackson, History, avec un best-of en CD1. Sony avait sorti le premier LP en individuel, un best-of avec la pointe des pieds de MJ. Serais-tu pour qu'il sorte de manière officielle l'album History, mais uniquement le CD2? Sinon, pourquoi? Quid du Book 2 qui n'a jamais vu le jour? Ouais, c'est le moment vraiment où il y a eu des projets qui étaient abandonnés, ce qui semblait fou pour Michael. Mais là, on est sur une période où déjà aux États-Unis, c'est plus du tout ça. Donc toutes les opportunités de triomphes commerciaux sont sur l'Europe. Après, moi, je fais partie des fans qui étaient effondrés que cet album déjà s'appelle History parce que c'était un jeu de mots sur son histoire. Du coup, le best-of. Et donc, en fait, ça mettait complètement en arrière-plan le CD avec les nouveautés, quoi. Ça n'a de sens que parce que c'est un best-of qui revient sur l'histoire de Michael Jackson, enfin l'histoire artistique, voilà. Moi, quand j'ai su ça, finalement, ce sera pas un vrai nouvel album studio, ce sera un combo entre un best-of et une dizaine de nouveaux titres. En plus de ça, c'était la première fois que je trouve... On avait vraiment une pochette horrible. Alors pas horrible dans le concept, même si voilà, on lui a fait beaucoup de reproches, Leni Riefenstahl, les influences artistiques du Troisième Reich, tout ça machin. Je vais pas revenir là-dessus, mais je veux dire que c'est mal fait. Enfin, c'est un montage Photoshop dégueulasse. C'est moche. Enfin, elle est moche cette pochette, je trouve. N'engage que moi. Et on sortait de Dangerous, genre lol. Un chef-d'œuvre, pochette évidemment, de Mark Ryden. Donc pour moi, rien n'allait dans ce projet, c'était une cata. Et je me souviens que quand je suis rentré chez moi du Virgin Megastore à la sortie, dès qu'on a pu aller acheter History, je l'ai mis. Alors, pas le best-of, bien sûr, j'ai mis le nouvel album. Et j'étais, mais putain, je trouvais limite meilleur que Dangerous. Et je me suis dit, mais personne va l'écouter. Alors, c'est mignon. Mais pas à ce point-là, je veux dire, mais je me suis dit, il est tellement mal vendu, la pochette est moche, ça met surtout en avant le fait que c'est un best-of, enfin, c'est horrible, quoi. Qu'est-ce qu'ils lui font? Enfin, rien ne va, quoi. Et ça va desservir des titres qui sont des chefs-d'œuvre pour moi de Michael. Les singles, ils ont marché, il y a même eu des tubes, mais des tubes en Europe déjà, pas aux États-Unis, ça c'est sûr. Ça aurait dû être 1000 fois plus. Bon, moi, c'est vraiment... un album incroyable de Michael Jackson et vraiment c'est le moment déjà où on était tous choqués, je me souviens, parce qu'on disait mais c'est une idée de Michael cette idée de merde, et non, pas du tout, c'est la maison de disques qui a imposé que ça sorte avec un best-of pour aider à vendre Michael Jackson. Mais en réalité, je pense que c'était axé sur les États-Unis, où là par contre, oui, c'était très très chaud pour lui. C'est que des mauvaises idées. Je pense que ça nuit. Je pense que History aurait pu vendre 1000 fois plus si c'était sorti déjà
de façon individuelle comme un album solo, enfin vraiment, et aussi la pochette. Que penses-tu du film de Big Lebowski? Certains passages sont pour moi hilarants. C'est un très bon film, malheureusement il m'a pas fait rire. Je l'avais vu à l'époque, c'est très très vite devenu culte en plus, donc c'est genre si t'aimes pas ce film et que t'as pas rigolé, t'es vraiment qu'une merde. Et moi j'aime beaucoup, mais ça me fait pas vraiment rire, c'est pas mon humour, je sais pas comment dire, hein, voilà. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais que penses-tu de Falling in Reverse? Je trouve la voix de Ronnie hallucinante. J'adore les clips prequels et surtout God is a Weapon, un duo avec Marilyn Manson. Alors Falling in Reverse, j'ai jamais réussi à accrocher, j'ai réessayé d'écouter pas mal de fois, depuis les débuts même, enfin les débuts de ce projet-là, parce que Ronnie, c'est toute une histoire, hein, sa carrière, tout en étant impressionné par ses capacités de chant, hein, qui sont dingues, je te rejoins totalement. Il y avait toujours des trucs qui me déplaisaient. Il y a eu quand même quelques singles ces toutes dernières années qui mêlaient du rap avec du limite hardcore, enfin, que je trouvais vraiment intéressant, surtout les passages rap, que je trouvais très très fort. Il est très doué là-dessus. Mais voilà, ça me suffisait. Enfin, le reste, j'aimais pas des albums. Hein. Et là, God is a Weapon, d'ailleurs, j'ai cru, mais comme beaucoup de gens, que ce serait le premier single d'un nouvel album qui finalement n'est pas arrivé, pour l'instant en tout cas. C'est ma préférée, clairement. Hein, pour moi, c'est la plus belle chanson qu'il ait jamais composée. Et le duo avec Manson est sublime. J'en ai beaucoup parlé quand c'est sorti sur ma chaîne d'ailleurs. J'étais en adoration dans cette chanson que j'écoutais 20 fois par jour. Donc voilà. Étais-tu passionné par les groupes de thrash metal autant que par les groupes de hard FM et de glam dans les années 80? À cette époque, outre le Big Four, Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer, il y avait aussi Testament, Metal Church, Overkill, Exodus, Nuclear Assault, Creator, Sodom. Il y avait tellement de groupes et qui étaient des groupes connus. Hein, je précise pour ceux qui en connaissent aucun, enfin, c'était pas des petits groupes, c'est des gros vendeurs, hein, enfin, moins que Bon Jovi bien sûr, mais bon. Les fans du style avaient vraiment l'embarras du choix à l'époque, mais tellement. Alors moi non, j'étais pas du tout passionné par le thrash metal parce que j'aimais pas, en fait, j'aimais pas. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans le hard FM et le glam, tout ça, c'était qu'il y avait quelque chose de pop dedans. D'ailleurs, il y avait cette interview où c'était, je crois que c'est Billy Idol qui en parlait bien, qui parlait de tous ces groupes de heavy metal qui en réalité avaient des influences pop au sens le plus noble hein, qu'on puisse donner à ce mot, et dedans il parle de Rat par exemple. Mais c'est pas le seul, mais Rat par exemple c'est vraiment des structures pop avec des arrangements métal, mais pas que, souvent presque on est à la limite de la new wave, même pour Rat hein. Enfin voilà quoi, mais donc non, moi j'accrochais aux mélodies, donc en fait c'est vrai que les groupes dont tu parles, alors Testament il y avait de ballades, j'étais tombé sur le clip une nuit sur M6 et je suis devenu fou malade de cette chanson, enfin dans la deuxième partie de cette chanson est très brutale mais pas, enfin ça va, c'est pas trash non plus, mais de ballades de Testament magnifique, slow on pourrait dire, enfin chanson triste en fait, c'est pas enfin je sais pas comment dire. Mais c'est magnifique. Testament, après, moi j'ai un souci, c'est que j'en ai déjà parlé, c'est pas tellement la violence des arrangements qui me fait ne pas accrocher au trash metal par exemple. Parce que par la suite, je suis devenu complètement dingue de Nine Inch Nails, je vénérais l'album Broken, voilà. Niveau violence sonore, bon, c'est très difficile d'aller plus loin. Non, le trash, ce qui me fait décrocher, c'est le tempo, c'est le BPM, pour être plus précis, pour être plus technique. C'est que ça va trop vite. Ça, j'aime pas. Dès que ça va trop vite, j'aime pas. Et j'en ai parlé d'ailleurs, par exemple, sur des groupes que j'adore, comme Megadeth ou Motorhead. J'adore un nombre énorme hein, de leurs chansons. J'en mets vraiment. J'ai des dossiers sur les ordis, etc. Puis j'ai des albums. Mais systématiquement, dès qu'ils sont dans des chansons avec un BPM trop rapide, bah, je décroche. Voilà, parce que j'aime pas, je n'aime pas quand ça va trop vite en fait. Et par exemple Metallica, j'adorais à l'époque de For Whom the Bell Tolls, Ride the Lightning, tout ça. C'était ultra bourrin, mais c'était pas en mode mitraillette quoi. Au niveau de la rythmique. Pas tout le temps en tout cas. Donc voilà, c'est ça qui me faisait plutôt ne pas accrocher à tous ces groupes. Enfin, auxquels j'ai comme pas donné leur chance, comment dire, ça fait prétentieux de dire ça, mais par rapport à mes goûts, je veux dire. Mais Overkill, je me souviens que j'avais un pote qui écoutait, donc du coup j'avais un peu écouté. Après, je disais pas que c'était pas bien, mais je disais que non, j'aime pas, quand ça va trop vite, ça gueule. Enfin, même le chant, enfin, je me disais, bof, non. Tu vois, Dave Mustaine, je trouvais que sa voix était dingue, quoi. Lemmy, non, mais c'est des voix de ouf, quoi. Donc voilà, je crois que le truc le plus rapide que j'ai, chez moi et que j'aime beaucoup, et où par contre le BPM est très rapide, c'est Cradle of Filth avec tout l'album là, Cruelty and the Beast sur Bathory.
Un album que je trouve chef-d'œuvresque. Et moi-même, je comprenais pas à l'époque de sa sortie, d'ailleurs, pourquoi il me plaisait autant, alors que pourtant, factuellement, il y avait énormément de passages, justement, ultra rapides, comme normalement, j'aime pas, quoi. Si on ne te l'a pas demandé auparavant, je voudrais savoir ce que tu penses du film Bienvenue chez les Ch'tis, et surtout l'engouement qu'il y a eu autour de sa sortie. Perso, j'ai pas aimé. J'ai trouvé le succès du film exagéré, ce qui m'a fait passer pour un zombie à l'époque. Alors moi je l'ai vu assez tard, c'est comme Les Visiteurs. Les Visiteurs c'est sorti, et moi de toute façon je suis pas très comédie française, donc en fait je vais pas me jeter au cinéma, enfin à l'époque je veux dire, de leur sortie je suis pas allé, voilà, de toute façon, c'était pas, voilà, c'est des films plutôt que je louais au vidéoclub à l'époque, mais pas que j'allais pas voir en salle. Les Visiteurs, je me souviens que je suis allé le voir avec ma copine de l'époque très très longtemps, après le raz-de-marée, enfin etc. On a attendu que ça se calme un peu pour aller le voir en salle, et j'ai beaucoup aimé, mais je me suis pas dit c'est la meilleure comédie du monde, je vais la revoir 10 fois, etc. Mais j'ai beaucoup aimé, je le dis franchement, j'ai beaucoup rigolé, c'est très drôle, Les Visiteurs, le premier je parle. Idem pour Bienvenue chez les Ch'tis, moi ça m'a fait rire, mais pas... Enfin j'ai pas trouvé que... Enfin je suis comme toi, j'ai pas compris l'engouement, enfin... J'ai trouvé que c'était très drôle, donc moi j'ai ri de bon cœur, je trouvais que c'était marrant, quoi. Oui c'est marrant, mais... c'est pas du génie non plus, ce n'est que mon avis. J'ai 1000 fois préféré par exemple, mais là on va me dire oui mais toi t'adores Les Inconnus, etc. Mais Le Pari pour moi c'est un chef d'œuvre. Je peux rire en avoir mal au ventre. Même Les Trois Frères c'est fabuleux. En parlant de téléfilms, il y en a un qui m'avait bien fait flipper. Étant gamin, on découvre dans une grotte ou une mine, je ne sais plus très bien, une main maléfique bien entendu, griffue et poilue, portant une bague dans une boîte qui a une vie propre. Dans un autre style qui revient sur le mythe de Samson avec un Michael Landon, jeune adepte d'athlétisme, était bien plaisant. Alors ça me dit rien, je vois pas de... C'est quoi les téléfilms dont tu me parles? Putain, la main maintenant ça me dit quelque chose, mais enfin si quelqu'un a le nom du téléfilm sur la main maléfique, griffue et poilue, portant une bague dans une boîte, putain ça me dit quelque chose. Bref, attends, ouais un téléfilm? Je sais pas. Tu as sans doute remarqué qu'en musique, le revival des années 90 fonctionne nettement moins bien que les revivals 70 et 80, voire même années 60. Quel facteur explique cela selon toi? Est-ce dû au fait qu'il y avait moins de choix dans les années 90, moins de chansons et d'albums avec des mélodies inoubliables? Alors, je suis pas trop d'accord, parce que les années 90, il y avait énormément de choses quand même. Donc non, je pense que c'est une sensibilité globale sur les arrangements. Moi, j'y reviens toujours, mais c'était les années 80, tu repères l'influence des années 80 très rapidement sur une chanson d'aujourd'hui, par rapport aux arrangements, les sonorités, tout ça. Les mélodies aussi, il y a quand même un truc sur les codes de mélodie. Mais pour moi, ce qui explique ça, c'est très subjectif, parce que il n'y a pas vraiment de raison. Il y avait quand même des grands artistes, aussi bien dans les années 60, 70, 80 et 90. Pour moi, c'est par la suite que ça a commencé à se péter la gueule, je le dis honnêtement, à partir des années 2000. Mais jusqu'aux années 2000, même si moi je préfère les années 80 aux années 90, je peux pas dire qu'il y avait moins de... Enfin, pour moi il y en avait moins quand même, mais bon, il y en avait quoi. Que pensez-vous de la voix de Bruce Dickinson de Iron Maiden et de Geoff Tate de Queensryche avec leur album Operation Mindcrime, un chef-d'œuvre? Alors moi j'en ai déjà parlé de Queensryche, c'est le seul album que j'adore. Ah non, il y avait Empire aussi qui était sorti juste après Operation Mindcrime, que je trouve génial également. C'est les deux seuls albums que j'ai et je les trouve géniaux, mais j'ai décroché en fait de ce groupe par la suite, donc je peux pas en parler. Iron Maiden j'ai toujours détesté, tout en reconnaissant que c'est un immense groupe, bien évidemment, mais j'ai jamais aimé, et principalement à cause du chant de Bruce Dickinson que vraiment j'aime pas du tout. Voilà, c'est très personnel évidemment. Connais-tu, et si oui, aimes-tu Mike Patton, chanteur de Faith No More et bien plus? Au-delà de sa voix exceptionnelle, totalement versatile, il est connu pour être le chanteur-vocaliste de nombreux excellents groupes collectifs, Mr. Bungle, Tomahawk, Fantomas, Dead Cross, Peeping Tom, etc. Beaucoup d'autres collaborations le concernant. Faith No More n'est vraiment que la pointe immergée de l'iceberg. J'aime beaucoup, même si je suis pas très... Fantomas, il y avait des trucs que j'aimais beaucoup. Mr. Bungle, j'ai jamais accroché. Tomahawk, pareil. Je suis pas très fan. Faith No More, par contre, il y a énormément de chansons que j'adore. Donc, moi, j'avais surtout vénéré l'album avec Epic, From Out of Nowhere, tout ça. Enfin, quel turiste disque. Je l'ai d'ailleurs, bien évidemment. Par la suite, ils ont fait plein d'autres chansons que j'adore. Faith No More, je veux dire. Et Mike Patton, une voix de dingue, surtout quand il descend dans les graves, j'adore. C'est magnifique. Que penses-tu de Pirates et du Bal des Vampires de Polanski? Personnellement, je suis fan. Le Bal des Vampires, j'adorais. Je l'avais vu enfant et ça m'avait fasciné. Je l'ai revu plus tard et je trouvais ça génial. Pirates, j'aimais beaucoup. Mais c'est pas des films... je les aime, c'est bien. Mais pour moi, on est tellement loin
je sais pas, Rosemary's Baby, enfin, des trucs qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. Y a-t-il des albums que tu possèdes à la fois en vinyle, en CD et en cassette? Oui, par contre, alors là, il va falloir... Tu sais quoi, je vais la garder pour le prochain JDV, parce qu'il va falloir que je prépare un peu, et j'aurais dû le faire, hein. Ouais, t'aurais dû le faire. Ah ouais, pourquoi c'est pas fait? Ben voilà. Mais je l'ai pas fait. Du coup, je le ferai pour la prochaine vidéo. Je viens d'acquérir dans un vide-grenier le premier album vinyle de Cinderella et je suis comme un fou. J'adore, c'est grâce à toi que j'ai découvert l'existence de ce groupe. Putain, ça fait plaisir. Et je ne regrette pas mon achat. J'ai également acheté le vinyle de Dokken, Under Lock and Key. Que des chefs-d'œuvre. Et là encore, grande claque grâce à toi également. Génial de découvrir un genre aussi foisonnant que le heavy et le glam metal à 54 ans. Enfin, j'ai pris Onslaught in Search of Sanity. Je n'ai pas encore écouté, pardon. Tous ces vinyles en parfait état pour 15 €. Je crois que j'ai fait une affaire, sans déconner, je sais que tu aimes beaucoup Dokken et Cinderella, je voulais ton avis sur ces albums que je trouve épatants et sur Tom Kiefer de Cinderella qui est un artiste assez incroyable vu ce qu'il sait faire. Bah là c'est deux chefs-d'œuvre, moi j'en ai parlé 1 milliard de fois, attends, tous mes abonnés ils en peuvent plus. Cinderella, le premier album Night Songs, là c'est un des plus grands albums de heavy metal pour moi ever, hein, vraiment. Et pareil pour le Under Lock and Key de Dokken, qui est pour moi leur meilleur album, c'est celui que je préfère. J'aime énormément, comme pour Cinderella, hein, j'adore Long Cold Winter qui est sorti juste après. Et Dokken, enfin il y en a tellement, Tooth and Nail qui est sorti juste avant. Mais pour moi c'est mes préférés. Alors 15 €, je te confirme que tu as fait une affaire de malade mental, hein, j'en bafouille. Attends, tu dis tous ces vinyles en parfait état pour 15 €. Alors si c'est 15 € à la fois le Cinderella et le Dokken et l'autre là, c'est dingue. Mais même si c'est 15 € chacun, c'est une affaire en or. L'album vinyle de Cinderella ou le Dokken d'époque, hein, je veux dire, pas les reissues là, toutes pourrites en vinyle là, qui ont eu lieu ces dernières années avec un son de merde. Mais les vieux vinyles de l'époque, c'est introuvable en dessous de 25 € le disque, hein, sur Vinted. Hein, je veux dire, si tu vas sur eBay, c'est encore pire, hein, c'est encore plus cher. Donc oui, 15 €, enfin, c'est complètement... Oui, une énorme affaire. Que te dire, pour moi ce sont vraiment des chefs-d'œuvre, mais véritablement, c'est pas juste des bons disques, c'est des putains de chefs-d'œuvre. Tom Kiefer, un des plus grands chanteurs de heavy metal, un mec que j'admire tellement, et qui d'ailleurs continue en solo hein, actuellement, hein. Le dernier album solo de Tom Kiefer, c'est une dinguerie également. Hein. Je collectionne depuis plus de 20 ans des enregistrements télévisés, je pensais à toi, je suis tombé sur des films en VHS enregistrés durant un rendez-vous sur TF1, L'avenir du futur, je ne sais pas si tu connais. Je suis de 83, je t'avoue que je découvre, il y a eu des émissions durant ces rendez-vous absolument géniales, j'ai pu récupérer aussi les dossiers de l'écran, ça me souvient, c'est fabuleux. Quelle a été ton expérience d'enfance par rapport à ces moments télévisuels? As-tu des souvenirs du cinéma de minuit? La dernière séance, bah ouais, bah là complètement pas. Film ou autre. La dernière séance, j'en parle régulièrement parce que c'est vraiment l'émission qui était présentée par Eddie Mitchell, où on avait accès à des trucs de dingue pour nous, les gamins, enfin c'était génial. Et puis c'était aussi super parce que on avait très peu de chaînes, hein, que 3 pendant longtemps. Et donc il y a des trucs de nous-mêmes on ne serait pas allé voir, mais là c'était un peu... Enfin, quand tu avais l'opportunité de regarder un film, déjà, tu étais content, déjà à la base. Moi, je me souviens qu'il y avait des trucs, quand on était vraiment tout petit, hein, sur la dernière séance, des westerns et tout. On serait jamais allé voir un western. Nous, on était fans de trucs de notre époque. Mais c'était cool, un western gratos à la télé, quoi. Donc, et au final, on adorait, parce que c'était des bons films, tout simplement, quoi. Le cinéma de minuit, pareil, combien de films j'ai découvert au cinéma de minuit, mais... le portrait de Dorian Gray, je crois bien. La première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma de minuit. Un de mes films préférés au monde, Le portrait de Dorian Gray, je parle évidemment du premier. L'étrange créature du lac noir, c'était par la dernière séance. Tellement de souvenirs incroyables, mais tellement... Après, moi j'ai une mémoire de merde, donc il y en a plein que j'ai oublié, tu vois. Mais ces émissions-là ont été très importantes pour moi, très importantes. Question adaptation de livres en film, ne penses-tu pas que La Nuit des Temps de Barjavel ferait un bon ou celui sorti avant d'un auteur australien qu'on suspecte d'avoir été une source d'inspiration, La Sphère d'Or? À ma connaissance, sauf erreur de ma part, aucune n'a été faite et c'est bien dommage, d'autant que le projet sur Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées de Guillermo del Toro s'est cuit. Ouais, je vous avais annoncé ça l'autre jour, là, enfin l'autre jour, ça fait 2-3 mois, que Guillermo del Toro avait, dans une interview, calmer toutes les ardeurs au sujet d'adaptation rêvée de Lovecraft. Hein. Je rappelle que ça fait 30 ans qu'il en rêve d'adapter Les Montagnes Hallucinées. Et où il a dit que il ne le ferait pas. Après, il expliquait les raisons, enfin je vous en avais parlé. Je connais pas, je connais deux noms. Enfin Barjavel, je crois que j'ai lu une fois, mais un truc, mais je ne maîtrise pas du tout. Donc La Nuit des Temps,
Je ne sais pas. La Sphère d'or, je vois pas non plus. Donc je peux pas te dire parce que je les ai pas lus. Ou alors La Nuit des Temps, je l'ai peut-être lu il y a très longtemps, mais je ne sais pas, j'ai pas de souvenir. Je peux pas du coup donner mon avis sur si c'est dommage que ce soit pas adapté parce que je vois pas, je vois plus ce que c'est. Je suis curieux de connaître ton avis sur le film Hit. Ah, putain, mais que penses-tu de son ambiance, tout ça? Alors j'ai répondu exactement à cette question il y a 3 ou 4 JDV en arrière. Donc je t'inviterai pour pas trop me répéter quoi. Mais j'ai longuement répondu sur Hit, ma relation au film, même les projets de suite, le bouquin, tout ça, et même Michael Mann en général. En ce dimanche de Pâques ensoleillé, est-ce que tu es allé dans les parcs où sont organisées les chasses aux œufs pour piquer tous les chocolats aux petits merdeux? Est-ce que tu en as mangé devant eux? Mais non. Ah oui, donc c'était... putain, ça fait si longtemps que j'ai pas fait de JDV. Non, je ne fais pas ça. Et je mange beaucoup d'œufs, mais pas en chocolat. As-tu déjà écouté la version de Rock Me Amadeus par le groupe gothique Umbra et Imago? Pas du tout, je vois pas ce que c'est. Il faut que j'aille écouter. Je l'ai toujours pas fait, mais vraiment bravo. Préparation au top, hein. Au top, au top. Connais-tu la reprise de Disturbed de la chanson The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, surtout le live 2016 dans l'émission de Conan Ryan? Je l'ai découvert cette semaine, elle m'a traversé la tête et tourne en boucle tout en regardant les vidéos de réaction des pros sur le média qui sont assez soufflés également. Si oui, qu'en penses-tu? Sinon, il faut que tu regardes. Voilà, je l'ai pas fait. Voilà, donc je vais le faire. Connais-tu la série HBO de 2007, John from Cincinnati, malheureusement arrêté après seulement une saison? Oui. Sur une famille de surfeurs avec entre autres Luc Perry. Ça me dit quelque chose. Très difficile à résumer, mais aborde les thèmes sombres avec un mélange de fantaisie. Jeu des acteurs et atmosphères sont envoûtants et indéfinissables. J'adore la musique et la vidéo du générique Johnny Appleseed par Joe Strummer. John from Cincinnati, je me demande si j'avais pas jeté un œil à l'époque, mais ça remonte très très loin, donc peut-être que je l'ai pas vu. As-tu vu le Suburbia, les loupards de Penelope Ferris? Pour moi, un chef-d'œuvre du cinéma indépendant post-punk des années 80. Ça me dit rien du tout. Faut que j'aille voir. Connais-tu ces 3 grands romanciers américains que sont Don DeLillo? Oui, celui par cœur, mais ça veut pas dire que j'ai lu, hein, mais je connais. Thomas Pynchon, oui aussi. Et William Woolman, celui-là, non, ça me dit rien du tout. Qu'as-tu lu de DeLillo? J'en ai lu un. Je sais plus c'est lequel, putain. Parce que j'ai pas, voilà, ça m'a pas... c'était pas trop mon type de littérature. Du coup, j'ai pas approfondi, mais ça veut pas dire que c'était pas bien évidemment. As-tu lu Lester Bangs sur la musique? Pas du tout. Je vois pas ce que c'est. Et as-tu écouté la nouvelle chanson de Aerosmith avec Youngblood, My Only Angel? Ce week-end, as-tu pensé? Oui, alors ça par contre, j'en avais parlé quand c'est sorti, genre le lendemain de la sortie du truc, quoi. Et je disais que moi, j'aimais pas trop Youngblood, même du tout, et que donc j'étais un peu... en mode balèque de ce projet, même si j'adore Aerosmith. Et je me suis pris une énorme baffe en écoutant leur hippie que je trouve remarquable, mais remarquable. Comme quoi, des fois on a des très bonnes surprises voilà, qui pètent nos préjugés. Et c'était la dernière question sélectionnée pour ce JDV, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Nous voici en présence d'un nouveau numéro de Hockey Magazine sorti le 12 février 84. Donc j'étais pas bien vieux, j'étais surtout ultra fan de Michael Jackson et quand j'ai vu ce numéro, je crois que j'étais déjà au courant et on était tous en PLS de ouf, hein, mais vraiment, hein, on était catastrophés, voilà, on était tellement en adoration devant Michael que tout ce qui lui arrivait, enfin ça nous atteignait mais fois 1000. Et donc voilà, donc on est sur l'incident, le terrible incident Pepsi. Voilà, enfin le drame qui lui a fait découvrir, les opiacés, tout ça. Michael Jackson avait rendez-vous avec la mort, toutes les photos de la tragédie. Aujourd'hui, il lutte pour ne pas devenir chauve. Enfin, c'était putain, c'était violent. Alors, donc on n'a aucune autre info, hein, je ne sais pas, donc du coup on va découvrir complètement le contenu de ce numéro. Terence Hill dans le rôle de Don Camillo. Voilà. Terence Hill, j'avoue que j'ai jamais été sensible à son humour, j'allais dire, enfin ses films en tout cas, hein. Ni à Bud Spencer d'ailleurs, hein, donc bon bref. Donc là on a une nouvelle fracassante dont je me battais les steaks à 12 ans, hein, c'est évident, le moulin de Claude François vendu. Oh, mais non. Donc est-ce qu'il donne le prix? Non, il n'y a pas le prix, on dit juste qu'il a été vendu. Alors, on les a rencontrés, hein, donc la section mytho, mytho de Hockey Magazine. Au rendez-vous du 1984, les révélations de l'année 83, oui, c'est passionnant. Paul Belmondo, il attend sa célèbre fiancée à la sortie de son travail, mais c'est qui ça? Ah bah c'est la princesse... c'est Stéphanie?
Ah ouais, Stéphanie, je savais même pas qu'ils étaient sortis ensemble. Yannick Noah, c'est vraiment Michael Jackson. Bon, alors là, par contre, je me souviens de ce bouquin, lol. À l'époque, il y en avait très très peu, c'était les tout débuts des livres sur Michael, enfin du phénomène, de toute façon, thriller, tout ça. Un nouvel amour pour Julio Iglesias. La fille de Jacques Chirac. Mais non, mais c'est pas. Ah, la fille de Jacques Chirac, nouvelle fan d'Anthony Delon. Oh putain. Ah non, niveau scoop, ça tapait fort. Ah oui, 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 oui. Ah non, mais c'est incroyable. Marre de n'être que la bonne copine. Ça, c'est un témoignage bouleversifiant. J'aimerais avoir aussi une vie amoureuse, quoi. Merde. Le drame de Michael Jackson. Voilà, donc là c'est terrible. Donc on a des photos voilà, floues et en noir et blanc. C'est très étrange. Bref. Ah ouais, non, là c'était horrible. Ah, là par contre, ça je m'en souviens. C'était terrible. C'est les photos qui m'avaient fait mal. Ça je m'en souviens vraiment bien. Putain, mais surtout celle-là avec le regard. Donc où il avait exigé de garder son gant blanc parce qu'il savait qu'il serait pris en photo, évidemment. Sans aucun sans aucun scrupule, du coup il avait déjà le sens, enfin le génie de la com. Donc les terribles secondes où il s'est enflammé et donc voilà, pour son chirurgien un long combat commence, tout faire pour que Michael ne devienne pas chauve. Voilà, donc on a su depuis évidemment qu'une partie malheureusement vu l'importance de la brûlure, en fait, ça ne pouvait pas repousser. Mais il n'était pas entièrement chauve, hein, par contre, contrairement à ce que certaines personnes pensaient. Ouh, alors là, dis donc, c'était une intellectuelle qui avait ce numéro, visiblement, puisque les mots croisés ont été faits, mais il y a des trucs que t'as pas trouvé. Choisissez un métier sans vous tromper. Educatel. Educatel. Est-ce que ça existe toujours, Educatel? Est-ce qu'il y a un truc genre educatel.fr? Moi j'ai un doute. Hein. Love Story, adieu Jenny, parce que c'était quand même un magazine principalement destiné aux jeunes filles. Comme on peut le constater avec cette magnifique publicité pour Tampax. Un tampon Tampax quand on est une jeune fille? Laurence pose la question. C'est quoi cette accroche? Ah oui, Tampax répond. C'est une pub en faux courrier. Oh là là, avec l'écriture genre j'ai 15 ans. Enfin 15 ans. Plutôt 6. La prodigieuse ascension de Ken Marshall et une publicité pour Retenez-moi, je fais un malheur. Avec Jerry Lewis et Michel Blanc, bordel, je me souviens de ce film. Oh les boules. Oh putain. C'était quoi ce film avec Jerry Lewis Smorgasbord, là, je sais plus comment ça s'appelait. T'es fou Jerry, que j'étais allé voir au cinéma, et que je trouvais absolument génial, et qui, pour une raison de droit, j'imagine, n'est jamais sorti en DVD. J'avais la VHS à une époque. Et c'était une succession de sketchs, mais c'était un film quand même. Enfin, il y avait un fil rouge, je crois, mais je sais plus. Non, il n'y avait pas de fil rouge, n'importe quoi, c'était des sketchs. Si quelqu'un se souvient du film T'es fou Jerry, le seul dont je me souviens. Des années 80, je veux dire, parce que les très vieux, je les ai vus. Ouais, commençait pas à me faire chier. Hein. Une super mode inspirée des BO, années 80, je sais pas ce qu'ils écrivent là, 8.8 ou B.D. Putain, non, mais c'est ni fait ni à faire. Donc là, c'était clairement la tendance Félix the Cat. Là, on a quand même Mickey, Betty Boop, le Marsupilami. Voilà, c'est vraiment passionnant, quoi. Oh, waouh, une pleine page sur la célèbre Isaline Richard, 14 ans. Non, mais 14 ans, mais... Pour moi, la vie est passion. Putain, mais c'est qui? Elle était finaliste pour la région 9 à l'élection de Miss Hockey 83. Ah ouais, parce que Hockey... En fait, aujourd'hui, je sais pas si... Non, ça n'existe plus, c'est pas possible. En fait, les magazines pour jeunes, visiblement, enfin surtout pour jeunes filles, faisaient des Miss, comme les concours de Miss, quoi. Aïe, 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 aïe. Ouh, devenait incollable sur la breakdance. On dit la breakdance? Moi, j'ai toujours dit le breakdance. Hein. Grâce à Sydney et au Break Machine. Break Machine avec Street Dance. Est-ce que vous voulez... Oui, bon, bah d'accord, très bien. Street Dance, tu-du-du, tu-du-du-du-du-du. Je trouvais ça absolument génial, hein, cette chanson, je tiens quand même à le dire. Alors là, on a vraiment des conseils ultra techniques. Hein. C'est limite scientifique presque. Hein. Le robot, par exemple. Faire le robot, eh bien, ce sont des mouvements saccadés par le rythme dans le style robotique. Oh, c'est complètement dingue. Jamais tu n'aurais pu deviner par toi-même, je veux dire. Comme un parfait automate. On aurait pu appeler ça l'automate, d'ailleurs. Le popping, c'était similaire au robot, si tu veux, mais les mouvements sont beaucoup plus fluides et enchaînés aussi.
Le moonwalk, ce qui veut dire le pas sur la lune. C'est la spécialité de Michael Jackson, surtout dans la vidéo de Billie Jean. Non, Michael Jackson ne fait pas de moonwalk dans la vidéo de Billie Jean. Je pense que ça a été écrit par un professionnel de la profession, une fois de plus, et qu'il a confondu la performance live de Michael Jackson sur Billie Jean, où il fait le moonwalk, avec la vidéo de Billie Jean, où il ne fait absolument pas de moonwalk. Oh là 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 là. Bon, là, je vois même pas ce que on s'en bat les stages. Oula, les stars à la neige. Putain, c'est violent, là. Il y a trop de photos, là. Paul Belmondo. Ah non, non. Philippe Laville. Aïe, 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 aïe. Julien Clerc. Oh, putain. C'est bien parce que ça me rappelle que dans les années 80, il n'y avait pas que des trucs que je kiffais, quoi. Énergie de Big Radio. Une incroyable... Je regarde ça, je trouve ça tellement moche. Mais qui a validé ça, en fait? Funk, reggae, new wave, pop, info, météo, horoscope. Aïe, 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 aïe. Putain. Un maquillage, une coiffure, et vous voilà transformé grâce à OK. Je ne vois pas qui c'est. Alors là, de Marco Polo à Krul, je ne vois pas qui c'est, je ne vois pas qui c'est. Ah mais non, Ken Marshall, mais oui, oui. Enfin bon, bref. Ken Marshall, je ne vois pas qui c'est, pardon. Oh là 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 là. Et voilà. Magnifique. Numéro de OK à tendre de février 84.